Bonjour chers étudiants, je vous espère en bonne santé et surtout bienvenue dans cette courte présentation du programme du S2. Mais avant d'aller plus loin, nous allons déjà faire le point sur ce que nous avons vu durant le premier semestre. Ainsi, en termes de préacquis, nous avons essentiellement abordé trois notions qui sont toutefois intercomplémentaires, puisque le discours implique des parties du discours et parmi ces parties du discours, nous avons abordé spécialement et spécifiquement le verbe et l'adjectif. C'est là où nous avons dit que le terme en général, ou plutôt le concept en général, était le discours. Celui-ci implique la présence de 8 parties qu'on appelle les parties du discours ou bien les catégories grammaticales. Parmi ces 8 parties, nous avons vu le verbe, où nous avons dit qu'il était l'élément central de la phrase, et l'adjectif qui est parfois et par moments essentiel à la compréhension ou plutôt au sens de la phrase et d'autres fois accessoire où en fait nous pouvons nous en passer. Nous avons défini le discours comme étant un enchaînement de phrases et de mots ayant un sens. Ainsi, pour vulgariser les choses, ce n'est pas un exposé oral dans une situation particulière, comme un gala, une soutenance, une cérémonie, etc., etc. Mais plutôt notre parler au quotidien, c'est-à-dire les phrases ou l'ensemble de phrases qu'on emploie pour communiquer. Quant aux 8 parties du discours, elles nous permettent de structurer ces phrases ou cet ensemble de phrases dans un but purement communicatif. Nous pouvons citer le nom, l'adjectif, l'adverbe, le pronom, la préposition, la conjonction et l'interjection. Mais ce qui nous a intéressé essentiellement au S1, ce fut bien sûr le verbe et l'adjectif. Ainsi, le verbe est l'élément pivot de la phrase, c'est-à-dire la composante la plus importante et essentielle dans une phrase. Il représente l'action faite généralement ou subie par le sujet, ou nous donnons une information d'ordre actionnel à propos du sujet. Nous pouvons donner par exemple le roi règne avec partialité sur son royaume, c'est-à-dire le roi est juste avec tout le monde. Ici, le verbe c'est règne. C'est un verbe du premier groupe, son infinitif c'est régner. D'autre part, en procédant à un exercice de conjugaison, il est important de prendre en considération un certain nombre d'éléments indissociables de cette manœuvre. Entre autres, il y a le mode et le temps de conjugaison. Un mode de conjugaison en association avec le verbe exprime avec justesse la manière avec laquelle ce dernier émet un fait ou la façon avec laquelle l'action se produit. Il existe au total 5 modes de conjugaison répartis en 2 parties, ou plutôt en 2 catégories, qui sont les modes personnels et les modes impersonnels. Dans les modes impersonnels, nous pouvons citer l'infinitif et le participe. Quant au mode personnel, il y a l'indicatif, le conditionnel, le subjonctif et l'impératif. En ce qui est du temps de conjugaison, il est toujours relié au verbe. On peut définir le temps de conjugaison d'un verbe comme étant la forme que peut prendre un verbe en fonction de la période, le moment, mais aussi la durée de l'action en question. Comme pour les modes, les temps également sont répartis en 2 catégories. Nous avons les temps simples comme le présent de l'indicatif, le futur simple, le passé simple, etc., etc. Et nous avons les temps composés comme le passé composé, le plus que parfait, etc., etc. Ainsi, pour communiquer, nous ne sommes pas obligés de connaître absolument tous les temps et les modes de conjugaison. Les plus importants, si on parle de mode, c'est l'indicatif. Par contre, pour les temps de conjugaison, en communiquant, on utilise essentiellement 3 temps de conjugaison, qui sont le présent de l'indicatif, le futur simple et le passé composé. Le présent de l'indicatif, c'est sans doute le temps le plus employé en situation réelle lors de notre communication quotidienne. Le futur simple, contrairement au présent de l'indicatif, ce temps projette le locuteur ou celui qui parle ou celui à qui il s'adresse dans l'avenir. Par contre, en ce qui concerne le passé composé, comme son nom l'indique, c'est un temps qui se déroule dans le passé, mais dont l'action va être plutôt prolongée dans le temps.
Pour finir, nous avons l'adjectif, qui est toujours rattaché à un nom. Celui-ci a pour ultime fonction et objectif de qualifier et décrire l'état moral ou physique de celui-ci, c'est-à-dire le nom qu'il qualifie. Pour déterminer le type d'adjectif dans une phrase, il est important de voir sa position par rapport au nom qualifié. S'il est placé juste à côté du nom qualifié, quand je dis à côté, c'est-à-dire juste avant ou juste après le nom qualifié, on appelle ça une épithète ou un adjectif qualificatif épithète. Par contre, si l'adjectif qualificatif est séparé du nom qualifié par un verbe d'état comme être, paraître ou un autre verbe d'état en fait, on appelle ça un adjectif qualificatif attribut. Par contre, si ces deux variables, c'est-à-dire l'adjectif qualificatif et le nom qualifié, sont séparés par une virgule, comme si je disais par exemple « déterminé, virgule, la jeune fille s'élança dans la réalisation de son rêve ». Ici, l'adjectif qualificatif qui est déterminé et le nom qualifié qui est jeune fille sont séparés par une virgule. Donc, on appelle ça un adjectif qualificatif apposé ou en apposition. Pour ce deuxième semestre, nous allons aborder une troisième et dernière partie du discours étant l'adverbe. Alors, cette partie du discours est un petit peu complexe dans le sens où elle ne peut pas être utilisée toute seule. Elle est toujours reliée à une autre partie du discours. Nous pouvons citer par exemple le verbe, si on dit par exemple Mehdi court rapidement, ici rapidement qui est l'adverbe, il est relié à courir qui est un verbe. Nous pouvons aussi citer l'adjectif ou même un autre adverbe de la même nature que cette partie du discours ou carrément toute une phrase. Il est à noter que nous pouvons construire un adverbe à partir d'une toute autre partie du discours qui est l'adjectif par ajout de aimant ou amant par exemple. Une fois fini avec les parties du discours, nous allons nous étaler davantage sur la notion de phrase et ses types. C'est-à-dire que pour communiquer, on n'utilise pas uniquement des mots, mais un enchaînement de mots. C'est-à-dire que pour construire une phrase ou construire carrément du sens, il nous faut des phrases et non pas des mots utilisés anarchiquement. Alors, chers étudiants, vous êtes tenus de savoir qu'en communiquant en langue française ou bien en toute autre langue en fait, si on parle d'arabe ou d'anglais ou n'importe quelle autre langue, vous êtes tenus de savoir que vous allez utiliser plusieurs types de phrases en fonction de votre objectif derrière cette communication. Si vous êtes par exemple en salle de TD ou bien à l'amphi, vous êtes tenu de poser des questions, obligé de poser des questions ou bien vous aimeriez poser des questions. Donc ici, vous êtes impérativement dans la phrase interrogative. Si vous êtes par exemple choqué par un événement, vous allez construire votre ressenti par le biais d'une phrase exclamative. Si vous voulez tout simplement donner une information, vous allez utiliser une phrase déclarative. Ou bien si vous voulez donner un ordre ou un conseil, vous serez ici dans l'injonction, c'est-à-dire la phrase injonctive ou impérative. Une fois ce cours terminé, nous allons voir l'une des multiples fonctions des groupes de mots, c'est-à-dire le complément. Bon, il existe plusieurs autres types, enfin pas autres, on va dire plusieurs types de compléments. Alors, nous allons construire notre cours sur la base de deux catégories, c'est-à-dire les compléments d'objets et les compléments circonstanciels. Dans les compléments d'objets, vous êtes sûrement en connaissance des deux types qu'il y a, c'est-à-dire le complément d'objet direct qui répond aux questions plutôt quoi et qui, et le complément d'objet indirect qui répond aux questions préposition plus quoi ou préposition plus qui.
En ce qui est des compléments circonstanciels, nous allons voir essentiellement le complément circonstanciel de lieu, c'est-à-dire où se produit l'action. Le complément circonstanciel de temps, c'est-à-dire le cadre temporel dans lequel se produit l'action. Et le complément circonstanciel de manière, c'est-à-dire la manière et la façon avec laquelle se produit l'action. Alors, si au S1, nous avons abordé deux types de textes étant le texte descriptif et le texte argumentatif, pour ce semestre, on va beaucoup plus voir le texte explicatif puisque vous êtes en sociologie, donc vous serez amené à rédiger et lire des textes explicatifs dans votre domaine. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner un exemple d'un texte explicatif et vous poser des questions dessus dans le but de retirer et dégager les différentes caractéristiques de ce type de texte. Il est également à noter qu'il existe plusieurs types ou plutôt plusieurs progressions dans le texte explicatif que nous allons également voir. Et pour clôturer ce semestre, nous allons voir les différents procédés qu'on va trouver dans un texte explicatif. C'est-à-dire que si on nous donne un texte, comment sommes-nous amenés à savoir que ce texte est explicatif et pas un autre type?